Allez, on va passer la parole à Alain Druel. Alain Druel, je rappelle, vous êtes conseiller à la formation professionnelle et à l'apprentissage auprès de Madame Muriel Pénicaud. Avec vous, donc, on va bien évidemment parler de cette réforme avec un point un peu particulier sur l'apprentissage, un des enjeux énormes de cette réforme. Alors néanmoins, pour juste vous remettre, même si vous devez connaître ça, vous remettre quand même dans l'ambiance, j'allais dire, le cadre global de la loi, ce que nous avons voulu faire en termes de grands objectifs. La première chose, vous le voyez sur l'écran, organiser le système autour de la satisfaction des besoins des personnes et des entreprises. Alors je pense que toutes les réformes et tous les gouvernements ont affirmé ça. Donc je ne vais pas développer, c'est vous qui en serez juge dans la mise en œuvre de la réforme. En revanche, et M. Prost vient de l'évoquer, accompagner, favoriser la transformation des modes d'apprentissage. Ça, il y a un certain nombre de choses sur le sujet, j'y reviendrai sur l'apprentissage. On est dans la continuité aussi de choses qui sont faites, mais on entend franchir encore un cap en la matière. Évidemment, et ça fait partie des points emblématiques de la réforme, renforcer la capacité des personnes à conduire son projet professionnel à travers la réforme du CPF qui prend, pour faire simple, deux leviers ou de transformations principales qui peuvent faire l'objet de débats, qui ont fait l'objet de débats, la monétisation et ce qu'on appelle la désintermédiation. Pour nous, et c'est un choix assumé par le gouvernement, l'enjeu c'est de faire en sorte que chaque personne puisse conduire plus facilement qu'il ne le peut aujourd'hui. On ne dit pas que rien ne se fait en la matière, que c'est toujours hyper compliqué, mais qu'il puisse conduire son projet en la matière sans avoir besoin de passer par une structure tierce, quelle qu'elle soit. C'est ça l'enjeu, c'est un enjeu pour nous de société, c'est aussi une vision d'évolution à terme du marché du travail. Ça ne veut pas dire qu'il y a une déresponsabilisation du monde de l'entreprise en général, mais ça veut dire qu'il faut pouvoir donner la capacité à des individus qui en ont la capacité de pouvoir conduire leur projet. Même si c'est 5, 10, 15% de nos concitoyens, on pense que c'est important. On sait que tout le monde n'est pas capable de le faire. Et c'est aussi pour ça, c'est le volet complémentaire, qu'on développe l'accompagnement, et c'est la première fois qu'on aura un financement dédié sur l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'être guidées pour à la fois élaborer leur projet professionnel, éventuellement choisir une formation, choisir un organisme de formation. Donc encore une fois, l'enjeu, c'est un enjeu de lisibilité. Quatrième point, alors ça intéresse peu les entreprises, ou voir les acteurs en général, sauf vous, c'est clarifier les règles de compétences. Donc le souci, c'était de dire, on essaye de déterminer des compétences propres à chaque acteur, en évitant autant que faire se peut des compétences croisées et des cofinancements. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on les limite au maximum. La deuxième chose, c'est que diminuer un peu le nombre de dispositifs, parce qu'il y a énormément de dispositifs. Si je prends tout ce qui est accès individuel à la personne, il y a au moins 7 ou 8 dispositifs différents. Qui dit dispositif dit règles de droit, dit règles financières, dit acteurs financiers. Donc là, on s'est dit attention, pour une personne, c'est quasiment illisible, et même certains spécialistes du système dont vous êtes, quelquefois, ont du mal à s'y retrouver. Donc il y avait un enjeu de clarification pour nous. Et puis, une dernière chose, c'est de dire, dans l'ensemble des acteurs, une fois qu'on a simplifié, clarifié, c'est de créer des lieux de gouvernance qui sont peut-être un peu plus resserrés. Moi, je vais focaliser sur l'apprentissage et l'alternance parce que c'est relativement emblématique de ce qu'on veut faire. Et il y a là une transformation de grande ampleur que je vais m'attacher à essayer de vous expliquer. L'apprentissage et l'alternance, pour nous, mais si vous le savez, c'est pratiquement tous les gouvernements depuis 15-20 ans disent que l'apprentissage et l'alternance sont un levier à la fois d'insertion, de qualification des jeunes. Et quand vous regardez, quand vous faites des comparaisons avec la plupart des pays, il y a en général une corrélation entre le nombre de jeunes qui bénéficient de formations de ce type et le taux de chômage des jeunes. Ça se vérifie dans beaucoup d'endroits, il y a des petites variations, mais vous retrouvez ça. La réalité, c'est que nous n'avons jamais réussi en France à dépasser un plafond qui se situe globalement autour de 500 000 – 550 000 alternants. Je parle d'alternance ou contrat de travail.
Et on s'est dit, ben, allez, là, il faut qu'on prenne peut-être le sujet un peu autrement, le taureau par les cornes. Et pour nous, prendre le taureau par les cornes, c'était, comme vous le voyez sur la slide, agir sur 4 leviers en même temps. Le premier, c'est l'orientation. Parce que je pense que vous êtes confrontés aussi à cette difficulté. Le nombre d'entreprises aujourd'hui qui disent ne pas trouver les jeunes, quelle que soit derrière la formule d'emploi, c'est un nombre extrêmement élevé, a fortiori sur des formules d'accès à l'apprentissage. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui perdent des marchés parce qu'elles n'ont pas les ressources en compétences, elles ne trouvent pas les jeunes dont elles auraient besoin. Donc, ça renvoie à la question du sourcing. Ça renvoie à la question donc, de l'orientation, ça renvoie à la responsabilité de chacun des acteurs, puisque c'est une responsabilité partagée. Ça peut renvoyer à des questions d'attractivité des métiers, d'organisation du travail, de rémunération quelquefois. C'est un des paramètres, il ne faut pas l'ignorer, mais ça renvoie aussi à des choses qui sont peut-être encore plus profondément ancrées, à des représentations. Alors on retrouve la représentation des métiers, mais on retrouve aussi la représentation sur l'apprentissage et sur l'alternance. Et le parti pris de la réforme, c'est de dire il faut bien sûr qu'il y ait un travail, encore une fois, de valorisation des métiers, etc. Mais l'orientation, c'est aussi un travail de proximité. Et donc, un des présupposés de la réforme, c'est de dire il faut qu'on le rapproche des territoires et il faut que les conseils régionaux aient là des leviers beaucoup plus forts qu'ils ne l'ont aujourd'hui sur le terrain de l'orientation. Deuxième volet, et là, il y avait une quasi-unanimité, et avec quelquefois des représentations, on est quelquefois plus dans la représentation que dans la réalité. Mais à un moment, une représentation, ça devient une réalité parce que ça pèse sur les comportements. Et beaucoup d'employeurs, en général, nous disaient « mais c'est compliqué un contrat d'apprentissage ». Il y a une part, encore une fois, de représentation dans l'affaire, mais il y a une part de réalité. Si je vous donne un des exemples qui est pour nous emblématique, c'est tout ce qui tourne autour des conditions de rupture du contrat. Jusqu'à la loi, pour rompre un contrat, en théorie, il y avait un passage devant les prud'hommes, qui est un passage assez formel. On n'est pas dans du contentieux, on est dans une procédure. Bon. Ça ne protégeait absolument pas le jeune. D'abord, le jeune, s'il a envie de partir, il part. La plupart des cas, c'est le cas. Et s'il y a des procédures de contentieux avec le jeune, ça peut arriver, il y en a, eh bien, ça se traite effectivement par les prud'hommes version contentieux. Il y a moins de 2% des cas qui passaient par les prud'hommes, sur toutes les ruptures. Et là, on se dit, mais ça sert à quoi? Et c'est là aussi un autre élément un peu de la loi, c'est de dire, mais on ne fait du spécifique que quand il est justifié. Quand ce n'est pas justifié, on fait du droit commun. Contrat d'apprentissage, c'est essentiellement un contrat à durée déterminée. Il y a des règles de droit commun qui l'encadrent. Cette procédure n'aboutissait à rien, ou en tout cas ne protégeait pas les personnes, ce qui était l'objectif. Donc on se rapproche du droit commun. On a mis en place un mécanisme de médiation, parce qu'il y a des spécificités inhérentes à un contrat d'apprentissage. Ce sont parfois des jeunes mineurs. Donc il faut quand même des mécanismes, mais ce n'était absolument pas indispensable de garder cette procédure-là. Donc retenez ça, la philosophie, c'est de dire on ne fait du droit spécifique que quand c'est absolument indispensable. Du même coup, on commence à arriver sur le financement. Et c'est évidemment un point emblématique, puisque c'est ce qui a valu beaucoup de salive et d'encre partout, dans les débats, dans les médias, etc. Le sujet, pour nous, est le suivant. Dire que la caractéristique, je pense que personne ne peut contester, que le système de financement de l'apprentissage est un système complexe. Si vous avez eu des schémas circuler pour vous expliquer les flux, même quand vous faites simple, vous n'arrivez pas à faire à moins de 20 flèches, et quand vous êtes dans le détail, vous êtes à 40 ou 45. Bon. C'est le fruit de l'histoire, c'est comme ça. Bon. Là, il y avait un consensus sur dire c'est trop compliqué, il faut s'en sortir. Évidemment, le point de sortie n'est pas le même pour tout le monde, mais le diagnostic était partagé. Nous, l'autre diagnostic qu'on a fait, qui n'est pas forcément partagé, après le gouvernement assume les options qu'il prend, c'est de dire oui, mais on a un système qui est compliqué parce que c'est un système de financement par le haut. C'est un système de subvention ou d'affectation. Et ce n'est pas un système qui part du contrat, qui part du fait qu'à un moment, un employeur, un jeune,
un centre de formation d'apprentis, ils se mettent d'accord pour organiser une formation et faire en sorte que le jeune ou le moins jeune soit dans l'entreprise. Et là, on s'est dit, c'est peut-être en soi une source de lourdeur. Est-ce que c'est économiquement si simple que ça? Non. Ça avait par exemple un effet, c'est que quand vous voulez ouvrir une section d'apprentissage, les sections qui vont ouvrir en septembre 2019, les dossiers sont préparés ou déposés en avril 2018. C'est la réalité du processus, c'est ça. Ce qui est normal, puisque à un moment, vous créez votre dossier, vous allez le déposer. Le conseil régional, il a une procédure, il doit passer par une commission permanente, il a un budget. Et donc, il y a un processus qui fait ça. C'est pas de sa faute, c'est inhérent au système. Même quand tu as des procédures d'urgence, elles existent quelquefois, elles ne sont pas si dynamiques et il y a d'autres problèmes derrière. On s'est dit ça, c'est quand même lourd. On a besoin, les entreprises et les petites en particulier, elles ont, quelquefois les grandes, elles ont une lisibilité sur leur carnet de commandes qui est très courte. Elles ont une visibilité donc sur ce qu'elles peuvent faire en termes d'embauche qui est réduite. En tout cas, il nous faut un système plus réactif et plus dynamique que ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on sorte de ce système-là. Alors je le disais en aparté au déjeuner à Jean-Patrick Gilles, c'est pas qu'on stigmatise un acteur, en l'occurrence les conseils régionaux, c'est dire il faut qu'on aille vers un système qui soit plus dynamique. Et on s'est dit le système le dynamique, c'est de partir de l'entreprise, c'est de partir de la conclusion du contrat, j'en reviens au premier item tout à l'heure, et à partir de là, de structurer le financement. Et même s'il y a des différences entre l'apprentissage et le contrat de pro, on a un exemple que vous connaissez, qui est le contrat de pro. Et le contrat de pro, c'est cette logique-là. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose. Je suis en train de dire qu'en termes de mécanique, de logique, il y avait des choses qui nous paraissaient plus adaptées à la situation actuelle. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Évidemment, derrière, ça entraîne un certain nombre de choix en termes d'acteurs, en termes de financement. Au passage, vous avez vu que dans le financement, il y aura une fongibilité entre la taxe d'apprentissage, dont la plupart de vos secteurs continuent à être exonérés, et la partie de la contribution des entreprises à la professionnalisation, qui sera dédiée, comme ça l'est aujourd'hui, au contrat de professionnalisation, et que vous aurez le choix. Ensuite, vous aurez une quotité globale, et en fonction de vos choix, de vos particularités de secteur, de vos cultures, de la structure des organismes de formation, vous pourrez utiliser la totalité de la manne en disant « moi, je préfère développer une politique sur les contrats de pro, c'est plus adapté, encore une fois, à ma culture, à ma pratique, ou une politique d'apprentissage ». Le dernier volet, c'est le levier pédagogique. L'apprentissage, l'alternance au contrat de travail, c'est une pédagogie. Et cette pédagogie, elle suppose, par rapport à l'enseignement initial sous statut scolaire, davantage peut-être de souplesse, de réactivité, là encore, qu'on en a jusqu'à maintenant. Globalement, on va vers des mix différents entre ce que j'apprends en entreprise ou en activité professionnelle, ce que j'apprends dans le centre de formation d'apprentis, ce que j'apprends en présentiel, classiquement dans le face-à-face pédagogique, ce que je peux apprendre aujourd'hui par des outils de formation à distance. Il y a une variété aujourd'hui de modes d'apprentissage très forte, ça se développe, c'est formidable, c'est une opportunité pour tous et pour les plus jeunes d'entre nous, j'allais dire, mais et il faut pouvoir avoir le cadre qui l'organise. Ce que ça veut dire que il faut favoriser ce qu'on appelle l'entrée-sortie permanente. Je dois pouvoir le plus facilement possible rentrer au mois d'avril ou au mois de mai ou au mois de novembre, mais pas invariablement au mois de septembre ou début octobre, parce que c'est le cycle scolaire habituel. Alors c'est pas si simple que ça à faire. Mais ça veut dire qu'il faut poser, le principe de la loi, c'est de poser des règles qui permettent de le faire. Après, c'est comment on s'en empare et comment on le fait vivre. Et ça, à un moment, ça nous échappe et c'est, encore une fois, une responsabilité collective. Pour faire ça, il faut pas, pour pouvoir faire l'entrée-sortie permanente, il ne faut pas que, immuablement, j'ai qu'une session d'examen au mois de mai ou au mois de juin. Alors, comme c'est pas facile d'organiser des sessions de formation parce que ça mobilise du temps, l'énergie, etc., développons le contrôle en cours de formation. C'est possible, ça se fait.
Alors, ça renvoie à des freins, y compris culturels, y compris des équipes d'enseignants, parce que c'est quelque part, je vais porter un jugement, ça, mais c'est possible. Donc, encore une fois, faisons en sorte que la loi le permette et qu'elle ne l'interdise pas ou elle ne la complique pas. Ensuite, l'adaptation du nombre d'heures. Mais tous, et c'est vrai pour les plus jeunes d'entre nous, on n'a pas besoin de la même chose pour apprendre les mêmes choses. Donc ça, c'est dire pourquoi, immuablement, on doit avoir un minimum de 400 heures en centre de formation d'apprentis. Il y a des gens, ils ont besoin de moins. Créons le cadre possible. Alors, on a mis 150 heures minimum, ce qui est au passage la référence du contrat de pro. Parce qu'on s'est dit qu'il y a quand même un socle minimum, il y a des enseignements généraux, c'est une des particularités de l'apprentissage par rapport au contrat de pro, donc maintenons un socle, mais donnons de la liberté, de la possibilité, et laissons aux établissements, avec des règles, c'est encadré, je vais dire, mais de pouvoir faire des choses. Alors l'encadrement, c'est quoi ? C'est la mise en œuvre de politiques d'assurance qualité. Passons d'un système d'autorisation à, il y a une norme de qualité, c'est des choses qu'on connaît dans plein d'autres domaines, qui posent des principes qu'on va vérifier, avec tout un système d'accréditation, de labellisation, etc. Et on y va, et ça peut, en soi, donner un peu de liberté et de souplesse. Et puis la dernière chose, et j'en arrête là, c'est, oui, mais c'est pour quoi faire ? C'est pour quel contenu de formation ? Là, on s'est dit, il y a quand même un sujet, il faut beaucoup plus de réactivité. Il y a des métiers qui mutent très vite, il y a quelques métiers qui se créent, il y a plus de métiers qui mutent que de métiers qui se créent, mais il faut avoir des référentiels qui évoluent. On a un système qui est parfois un peu lourd là-dessus, donc il faut l'améliorer, il faut donner de la souplesse quand c'est possible. Donc, et deuxième chose, il faut que les professionnels puissent peser davantage sur les contenus. Et c'est une des raisons pour lesquelles, et j'en termine là, on confie aux OPCO la responsabilité de pouvoir épauler les branches professionnelles sur ce terrain-là, parce que c'est un savoir-faire en tant que tel. Donc nous, ce qu'on espère, c'est qu'en jouant des 4 leviers-là, eh bien, effectivement, on arrive à vraiment à déverrouiller. Alors, on ne se risque pas à des chiffres. Bon, je pense qu'il y a d'autres gouvernements qui sont risqués à inverser des courbes, donc on ne sait pas, pas y aller. Mais de dire aujourd'hui, voilà, il faut jouer tout ça. On a un enjeu considérable. Et dans l'enjeu considérable, il y a un enjeu important, parce que quand on change de modèle, c'est toujours une difficulté en soi, parce qu'il faut accepter les uns et les autres, de dire on fait un pas de côté pour regarder autrement le sujet. Et on a un enjeu donc, si je le dis plus simplement encore, de maîtrise de la transition. Et tout le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est dire, peut-être qu'avant on faisait une loi, puis une fois qu'on était dans la loi, qu'elle était parue, on se préoccupait de la transition, donc la mise en œuvre. Là, dans un certain nombre de cas, on a réfléchi mise en œuvre avant de parler de la loi. Et encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles je vais devoir vous quitter, c'est qu'on veut absolument gagner du temps dans la mise en œuvre de la loi pour que dès le 1er janvier 2019, eh bien, ça soit concret, effectif. C'est le début de l'histoire, mais qu'il n'y ait pas de trou d'air dans l'affaire.